Quelles sont les opportunités, quels sont les changements fiscaux? Est-ce que c'est devenu la fausse bonne affaire? Vers quoi le gouvernement veut nous emmener? La pierre angulaire du régime de la location meublée, c'est l'amortissement. Micro-obligation, réelle, vrai compta. Alors pour l'instant, tu parles au passé, mais c'est toujours quand même avantageux. Moins qu'avant, mais c'est toujours avantageux. Exact. Et le seul moyen d'y échapper, c'est d'avoir l'interdiction de mettre les pieds dedans. Il faut bien dissocier la rentabilité du rendement final du bien. On ne s'investit pas là-dedans sans avoir analysé le marché de l'immobilier où on veut investir. C'est le retour de Benoît Gavet, notre avocat fiscaliste préféré. Bonjour Olivier. Salut Benoît. Aujourd'hui, une thématique qu'on croise souvent, alors que ce soit au cabinet Bel Eden, que ce soit au Sable d'Olonne, le pays où il fait bon vivre, sur toutes ces zones estivales, etc. C'est la location meublée. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu se développer, nous, au Sable, depuis une quinzaine d'années, énormément. Ouais. Alors après, moi, j'ai pas forcément le recul. Il y a non seulement la ville qui a grandi, il y a le cabinet qui a grandi, donc forcément, on a l'impression que ça a explosé, mais il y a un peu de vrai là-dedans, quoi. Alors, je t'ai invité aujourd'hui justement pour parler location meublée. Quelles sont les opportunités, quels sont les changements fiscaux? Est-ce que c'est devenu la fausse bonne affaire? Vers quoi le gouvernement veut nous emmener, etc. Le programme te plaît? Ça me va, je te suis. Et es-tu compétent pour répondre à mes questions? Je l'espère en tout cas. Bon, c'est pas la première fois que tu viens derrière le micro, t'as vu avec ton comptable, donc non, si t'es de retour parmi nous, c'est parce que je sais que tu seras de bons conseils pour nos auditeurs, à la fois avec de la technicité, mais également de la pédagogie, c'est ce à quoi on s'attache derrière notre micro. Alors déjà, on va revenir juste sur une notion de base qu'il faut maîtriser. Et d'ailleurs, on se rend compte quand on accueille des nouveaux prospects au cabinet que cette notion n'est pas forcément maîtrisée, c'est cette histoire de micro et de réel. Quand on fait de la location meublée, ou même d'ailleurs quand on a une activité professionnelle, une entreprise, souvent dans le régime fiscal, on a un choix entre le réel et le micro. Et je te laisserai justement nous présenter ça. Non, justement, c'est ton métier, c'est toi qui vas nous présenter ça. C'est moi qui te présente le réel et le micro. Ouais. Donc au niveau des locations meublées, à différencier des locations nues, tu vas être dans la catégorie, finalement une catégorie professionnelle, donc tu vas être en bénéfices industriels et commerciaux. Là où quand tu fais de la location nue, tu es en revenu foncier. Ouais, c'est vrai que quand tu fais de la location nue, on dit que tu es un particulier, tu es un vrai individu particulier, revenu foncier à l'impôt sur le revenu. Voilà. Location meublée, tu es un petit professionnel, quoi. C'est ça, tu commences à toucher un petit peu l'aspect professionnel, et donc tu as les notions professionnelles qui arrivent derrière, avec des notions de micro et réel, et donc ce qui va impliquer derrière, principalement, et c'est là tout la pierre angulaire du régime de la location meublée, c'est l'amortissement de ton immeuble. C'est là-dessus que tout se joue par rapport au revenu foncier, c'est qu'on t'autorise, parce qu'en matière de professionnel, on en a parlé pour les véhicules dans un précédent épisode, où tu as un amortissement par rapport à l'utilisation de ton bien sur une certaine durée. Alors, un véhicule, on disait 4-5 ans, là, un immeuble, tu vas partir sur une trentaine d'années, tu peux décomposer la toiture, les choses comme ça, mais au réel, tu vas pouvoir déduire des amortissements, alors qu'en micro, c'est un montant forfaitaire que tu déduiras. Exactement. Comme je le dis souvent à mes clients prospects pour qu'ils comprennent, micro-obligation, c'est-à-dire il n'y a pas de compta vraiment, c'est un abattement qui t'est donné par l'État et qui est représentatif de tes charges. C'est ça. Amortissement réel, vrai compta avec des vraies recettes et des vraies charges. Et un vrai comptable derrière. Et un vrai comptable. Et un vrai comptable derrière qui va justement, notamment calculer une des charges qui n'est pas réellement payée chaque année, mais qui est déduite, c'est l'amortissement. Et c'était ça justement, et c'est d'ailleurs autour de ce sujet de l'amortissement que tous les gens s'empoignent et les parlementaires discutent. Alors justement, répondons à cette question qui nous anime tous. Cette histoire d'amortissement, c'est logique, pas logique, c'est une anomalie. Dis-nous pourquoi en fait cette notion d'amortissement est au centre de tous les débats ces derniers temps. Alors, elle est au centre de tous les débats, tout simplement parce que par rapport à de la location nue, il y a une grosse perte pour l'État. À ce niveau-là, il y a quelques années, la Cour des comptes avait fait les comptes, justement, en disant qu'il y a une perte de l'État de plusieurs milliards d'euros du fait de ces amortissements-là. Donc, se posent deux questions. Est-ce qu'on maintient les amortissements qui sont
des règles classiques en matière de BIC, en matière professionnelle, on amortit les biens. Où est-ce qu'on évacue les amortissements? Et là, ce que le dernier gouvernement a voulu faire, c'est de se dire, on les retient toujours en déduction, mais on va aussi les retenir lors de la vente. Et c'est là où il y avait une anomalie réelle au niveau du dispositif, c'est-à-dire qu'on vous autorisait à amortir pendant toute la durée, donc on payait moins d'impôts, mais quand vous vendiez, on faisait comme si vous n'aviez pas amorti. Et là, c'était vraiment un système qui était schizophrène, et en soi, tout comptable qui se doit s'arracher les cheveux à ce niveau-là, parce que c'était une aberration fiscale. Et là, ils sont venus remettre, avec les dernières règles, une logique comptable et fiscale sur cet élément-là, qui est bienvenue. Or, par contre, qui est désastreuse pour la location meublée. Mais, on va dire, purement logique, dans le cadre d'un élément fiscal et comptable. Ouais, tu parlais d'aberration fiscale, c'est vrai que moi j'ai notion de dire que c'était une anomalie fiscale. Je suis un peu plus loin. Ouais, tout à fait. Mais encore une fois, on se rend compte que c'est le mélange des genres qui, passe-moi le terme, fout un peu le dawa ou le bordel. Parce que on mélangeait en fait des règles professionnelles BIC, sauf le jour où on vendait, où on retombait sur des règles du particulier, où on oubliait complètement cette notion d'amortissement. C'est ça. Parce que ça, c'est mon prof de fiscal à l'école qui me l'a toujours dit, le principe de base quand même en fiscalité, sauf quelques exceptions, et Dieu sait que la France en fait des exceptions. Principe de base, c'est tu déduis, et quand ça rentre, t'imposes. C'est ça. Principe de base. Là, tu déduis, t'oublies. Donc là, voilà, ils sont venus donc en effet rectifier le tir là-dessus depuis l'année dernière. Tu dis si je me trompe, mais on tient compte de ces amortissements qui ont été déduits fiscalement dans le calcul de la plus-value fiscale à la fin. Voilà. Mais le mélange des genres n'est pas terminé parce que ok, on en tient compte désormais, mais on continue d'appliquer un barème quand même qui se rapproche, qui est lié au particulier avec les abattements de durée de détention et tout ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va déduire les amortissements dans le taux d'imposition classique. Vous êtes dans une tranche d'impôt à 30, donc on va déduire les amortissements avec un taux à 30. Finalement, ça revient à ça. On t'évite un impôt à 30, mais lorsque tu sors du dispositif, on va t'imposer de manière forfaitaire à 19%, comme un particulier. Et c'est là où le dispositif, il n'est pas logique. Une entreprise, quand elle amortit, quand on réintègre à hauteur des amortissements dans le bénéfice classique pour que tout ce que tu avais économisé au départ, tu le récupères à la fin. Donc ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la logique. Il y a un chemin qui est fait à ce niveau-là parce que c'est la bête noire en ce moment, les locations meublées, et il faut aller retrouver de l'argent. Le plus simple, ça aurait été d'avantager les revenus fonciers plutôt que de taper sur les revenus meublés. Sauf que comme il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, en fait, on fait l'inverse, on tape sur le meublé pour les rapprocher de la fiscalité punitive des revenus fonciers. C'est vrai que je n'avais même pas forcément en tête cette différence de taux d'imposition entre pendant la durée d'exploitation où tu déduis à ta tranche marginale d'impôt et le jour où tu vends, où c'est en fait cet impôt à 19. C'est ça. Et c'est un peu, alors désolé du parallèle très... pas forcément pertinent, mais c'est la même chose que les produits PER et tout ça, où en fait, il faut toujours bien avoir en tête que tu déduis aujourd'hui à un certain taux, mais que tôt ou tard, tu vas te retrouver imposé à ton futur taux, alors soit en retraite, soit... voilà. Et il faut bien évidemment s'assurer que ça soit à minima le même taux. À minima le même, mais si tu vois par exemple, on l'a, et là dans ce cas-là c'est désastreux, où tu as des personnes qui ont un train de vie en retraite qui est somme toute très correct, voire même avec de l'immobilier qui a fructifié, donc qui gagnent bien leur vie, et se retrouvent avec en fait une tranche marginale à la retraite qui est égale, voire supérieure à ce qu'ils avaient pendant la vie active. Pendant la vie active. Et là, dans ce cas-là, l'effet du PER, il n'est pas forcément évident. Bref. Il n'est pas folichon. Mais voilà, le parallèle est correct à ce niveau-là. On va jouer sur des taux d'imposition en fait, qui sont différents en utilisation et à la sortie. Et c'est là-dessus où tu gagnes un petit peu. Alors, on fait là aussi un petit aparté quand même. La location meublée nécessite un petit peu d'investissement personnel. Forcément, il y a de la rotation au niveau des locataires. Faut parfois avoir une agence, nettoyage, etc. Donc, là, c'est quand tu es dans le meublé saisonnier. Parce que tu as le meublé aussi à l'année, qui sont deux modalités d'exploitation du meublé. Tout à fait. Bon, on peut peut-être s'arrêter justement 2 secondes là-dessus. Quelles sont les différences, alors à la fois dans les faits, entre location meublée annuelle et location meublée saisonnière. Et puis, je pense que tu pourras nous en dire un mot également. Il y a une petite conséquence potentielle au niveau des cotisations sociales. Oui, exactement. Quand on est en meublé saisonnier,
on a plus de risques de passer en cotisation sociale à ce niveau-là, puisque dès lors qu'on dépasse un certain seuil de recettes, et en plus le fait que ça soit saisonnier, on va payer des cotisations sociales. C'est 15 000 de mémoire le seuil, c'est 23 000. Au-dessus de 23 000 de recettes, et le fait que ça soit saisonnier, on passe en cotisation sociale. Là où pour la location, on va dire à l'année, étudiants, seniors, toute location à l'année, on va regarder toujours le seuil des 23 000, mais il faut en plus que les revenus de ta location meublée, les recettes de ta location meublée dépassent tes autres revenus professionnels pour là être en cotisation sociale, ce qui est plus rare en pratique à ce niveau-là. Et là, c'est là où on se retrouve sur une location meublée professionnelle. C'est là où on se retrouve sur une meublée professionnelle et c'est là où tu peux avoir des cotisations, mais voilà, en pratique, quand tu es en activité, tu dépasseras. Oui, quand tu as un vrai salaire ou une vraie rémunération de gérant, c'est rare de tomber par erreur dans le caractère professionnel. Par contre, c'est vrai que cette notion de cotisation sociale sur les locations meublées de tourisme à plus de 23 000 €, pour peu que tu sois sur des zones où les locations estivales sont assez chères, les Sables d'Olonne en fait partie, Arcachon, etc., n'en parlons pas, t'as vite fait de te faire avoir. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de personnes qui écoutent, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées au travers. Je veux dire par là... En fait, c'est malheureusement un système du pas vu, pas pris. Et pire que ça, nous, on s'en est rendu compte pour certains clients. On a souhaité faire les démarches pour justement aller s'inscrire à l'URSSAF et puis payer nos cotisations. C'est loin d'être évident. Le processus administratif pour l'inscription, exactement. Et pour quelqu'un qui n'a pas forcément une bonne volonté ou qui n'est pas forcément bien accompagné, très clairement, ça va être oublié. Si on dit non, pourquoi aller payer alors qu'on t'a dit non. Exactement. Donc là, attention vraiment à ce seuil. Location meublée saisonnière 23 000 €, alerte cotisation sociale. Gardez bien ça en tête. Ok, j'ai perdu mon fil. On était parti sur cette location meublée annuelle. Oui, parce qu'il y a un autre point aussi. Tu as beaucoup de locations meublées annuelles qui étaient en location à meublé annuel pour la fiscalité du meublé. C'est-à-dire que très clairement, on avait des propriétaires bailleurs qui te mettaient une location nue, qui rajoutaient, allez, s'ils font bien les choses, 2-3 meubles qui vont bien et le listing est prévu par l'État. Et puis derrière, on signait un bail en meublé, sauf que dans les faits, que ce soit le locataire ou le bailleur, tout le monde était d'accord pour que sur le fond, c'était une location nue. C'était une location nue, ou alors les meubles, ils étaient pris, ils étaient mis dans le garage. Et après, parce que les meubles n'étaient pas folichons derrière et que la personne préférait avoir ses propres meubles. Mais c'est vrai que l'avantage fiscal dont on parlait au niveau de la location meublée était tellement intéressant que ça valait le coup, entre guillemets, de s'embêter à acheter 3 meubles et 2 lits quitte à les mettre dans le garage, comme tu disais, pour bénéficier de cet avantage fiscal. Alors pour l'instant, tu parles au passé, mais c'est toujours quand même avantageux. Moins qu'avant, mais c'est toujours avantageux. Exactement, quelle perspicacité, j'étais déjà parti sur la question d'après. En effet, ça reste avantageux, mais tu as quand même certains locataires meublés, bailleurs location meublée, qui commencent à tirer un petit peu la gueule, à cause donc notamment de cette potentielle réintégration des amortissements, ok, mais surtout parce que chaque année, ils se prennent des taxes auxquelles ils étaient habitués, qu'ils ont oubliées, et puis qui reviennent un petit peu sur le devant. Je te laisse en parler. Ça, à ce niveau-là, tout propriétaire paye la taxe foncière. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc tu as ton appart, ta maison, tu payes une taxe foncière chaque année, comme tout le monde. C'est ça, que ça soit en location ou en habitation, pour toi à titre personnel. À côté de ça, tu as d'autres taxes. Quand tu es en location meublée, tu vas avoir la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et on le disait tout à l'heure, tu es une mini-entreprise, donc tu auras une CFE à payer à ce niveau-là. D'ailleurs, CFE, on peut le rappeler, qui est le successeur de l'ancienne taxe professionnelle. Donc oui, les locataires meublés ont de la taxe professionnelle, de la CFE maintenant. C'est ça, de la CFE à payer. Et donc, dans le cadre de cette CFE, ça fait déjà une taxe en plus. Ouais. Taxe qui est payable chaque année en décembre. Vous n'oubliez pas de vous connecter sur votre espace-impôt.gouv parce que l'avis d'impôt n'est pas envoyé. C'est ça. Et puis surtout, l'année où vous avez failli la louper, surtout vous vous mettez en prélèvement à échéance. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille pour les années futures. Voilà, c'était le petit conseil de l'expert. À la limite, si tu as oublié, je pense que l'administration te rappellera rapidement que tu l'as oublié. C'est ça, mais le problème, c'est qu'elle va te le rappeler avec 10%. C'est ça. Et donc, déjà que les 200 balles sont chères, 220, 240, bref. Tu rajoutes. Et puis, il y en a une autre qui se balade là-dedans, quand tu es en meublé saisonnier, c'est la taxe d'habitation. On l'avait oublié, celle-là. On croyait qu'elle était disparue. On pensait qu'elle avait disparu. Finalement,
elle revient tu l'as acheté elle revient par la fenêtre. Et puis d'ailleurs, là, ça a été clarifié assez récemment. Il y a eu des articles, des positions qui ont été prises, comme quoi, oui, il y a de la taxe d'habitation à payer. Tu vas nous redire un petit peu dans quelles conditions il faut la payer, si c'est effectivement dû. Mais parce que je me souviens, moi, quand même, quand on avait ça il y a 4-5 ans, je trahir un peu un secret, mais t'envoyais un mot aux impôts, tu disais attends c'est bizarre, j'ai de la taxe foncière, de la CFE, de la taxe d'habitation, pourtant j'habite pas, machin. On était en pleine réforme de la taxe d'habitation, t'envoyais un mail aux impôts, si globalement t'avais des bonnes relations et que le gars cherchait pas trop et tout, des fois ça sautait. Oui. Bon, aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. C'est fini pour plusieurs raisons. T'avais une vieille jurisprudence du Conseil d'État qui était ancienne là-dessus, qui venait dire t'as de la taxe d'habitation. L'administration s'en était pas offusquée à l'époque. Et là, on se retrouve aujourd'hui à avoir une nouvelle jurisprudence qui est arrivée, qui est venue rappeler cette ancienne jurisprudence. Et en même temps, tu te retrouves à avoir une autre notion qui est arrivée, c'est gérer mes biens immobiliers sur le site impôts.gouv. Ouais. Et là, ça a été la magie pour l'administration fiscale de rentrer dans le data mining à ce niveau-là. Et en fait, les particuliers semi-professionnels qui font de la location meublée ont donné toutes les informations qui ont permis à l'administration d'aller chercher cette taxe d'habitation. Puisque, je vous rappelle, quand vous allez sur le site impôts.gouv, à ce niveau-là, vous gérez vos biens immobiliers, vous indiquez ce que vous en faites, le montant du loyer, qui est locataire, etc. Et finalement, si vous faites de la location meublée et que vous en avez la disposition à un moment donné quelconque de l'année, puisque de la location meublière saisonnière, c'est pas plein tout le temps, vous devrez payer la taxe d'habitation sur cet immeuble-là. Et le seul moyen d'y échapper, c'est d'avoir l'interdiction de mettre les pieds dedans. Oui, c'est ce ça. Qui est compliqué. Ouais, exactement. Bon, là, tu as tout résumé. C'est ce que je voulais dire. Le point clé, c'est l'histoire. Est-ce que tu as disposition du bien ? Voilà, le seul moyen de s'exfiltrer et de ne pas payer cette taxe d'habitation, c'est d'avoir potentiellement un mandat exclusif avec une agence où il y a uniquement l'agence qui a le droit de mettre en location le bien et puis toi, tu n'en as plus libre disposition. Et tu n'as pas le droit d'y mettre les pieds. C'est hardcore. Mais en effet, oui, normalement, tu vas jusqu'au bout des solutions. Alors attention à ce niveau-là, puisque l'administration a une arme qui est hyper pratique, c'est qu'elle peut aller chercher les consommations d'électricité. Oui. Donc, s'il y a de la consommation d'électricité avec le compteur Linky, auparavant c'était un relevé annuel, t'en savais rien à quel moment ils étaient. Maintenant, avec le compteur Linky, ils ont toute l'attitude de savoir à telle période est-ce qu'il y avait quelqu'un. Et si il n'y avait pas de locataire, qui est-ce qui était dedans ? C'est toi ou un ami ou les squatteurs. Ou les squatteurs. En général, ils sont branchés sur un autre compteur Linky à côté. Mais voilà, t'as cette arme-là, il faut faire hyper gaffe à ça. Non, mais super conseil, Benoît. En effet, là, c'est les dérives un petit peu de Big Brother et Big Data. Hein. C'est que y a des avantages, notamment pour les optimisations de consommation et tout ça. Voilà. Mais il y a des inconvénients, c'est qu'on est fliqué, tracé et qu'on sait exactement. Voilà. D'ailleurs, petit aparté, petit conseil également pour les personnes qui veulent faire jouer l'exonération résidence principale et tout ça, je vous rappelle qu'il faut réellement être dans sa maison et puis que ça soit réellement ta maison. Et le meilleur moyen de le prouver quand même, c'est la consommation d'eau et d'électricité. Voilà, alors l'eau, ils viennent une fois par an, donc c'est plus compliqué. On va avoir, un montant global, éventuellement sur... Mais l'électricité, c'est l'élément primordial, puisque en fait, maintenant, on a une consommation au fur et à mesure, et des relevés au fur et à mesure. Donc ça te permet de montrer qu'il y a quelqu'un dedans. Donc, en effet, ce que je disais avant, la triple peine, taxe foncière, taxe d'habitation, CFE. Alors, ça rend le truc un petit peu douloureux. Ça reste intéressant pour les raisons qu'on évoquait avant. Quelles sont les futures stratégies immobilières à adopter pour justement... alors, la question est très très vague et je me mets à ta place. Bref, est-ce que c'est encore intéressant de faire de la location meublée ? Pour l'instant, ça l'est toujours. Ça l'est toujours, en sachant que, en plus, en parallèle, pour les revenus fonciers, tu n'as plus de dispositifs spécifiques Pinel, Duflot, etc. Donc, le revenu foncier a encore plus du plomb dans l'aile. Donc, même si c'est moins bien pour la location meublée, ça reste toujours avantageux. En tout cas, pendant la période de location. Et c'est là où il y a un autre cliquet qui n'est pas que fiscal. Ça veut dire que pendant ta période de location, tu payes moins d'impôts qu'en revenu foncier. Donc, tu as plus de disponibilité. Et ta disponibilité, elle va te permettre de rembourser tes emprunts bancaires. Et c'est là où parfois ça peut coincer en revenu foncier, c'est-à-dire que certaines personnes se mettent en revenu foncier, n'ont pas pensé au remboursement de l'emprunt et à la fiscalité en se disant de toute façon je m'en fiche, c'est mon locataire qui paiera derrière le remboursement d'emprunt. Sauf que quand tu te tapes
dans une tranche à 30 plus 17,2 de prélèvements sociaux, la Moitié. moitié du loyer qui partent qui partent en impôts, il ne te reste plus que l'autre moitié pour rembourser la banque. Ah et ouais. donc comment tu fais ? Tu es obligé de piocher dans tes autres revenus. Chose que tu n'as pas de problématique en location meublée grâce aux amortissements. Ouais, très clair, et c'est vrai que nous on le voit avec les personnes qu'on a en entretien conseil, prospect, c'est vrai que cette notion de le remboursement d'emprunt n'est pas déductible, c'est une notion qui n'est pas évidente pour tout le monde, et c'est vrai, tu te dis, mais attends, j'ai 500 balles d'emprunt à la banque chaque mois pour rembourser, je vais pas avoir des impôts en plus. Bah si, en fait tu payes sur ton loyer, tu payes pas sur... voilà, et c'est vrai que c'est ce qui rend d'ailleurs les acquisitions immobilières et l'autofinancement immobilier assez compliqué à cause de la fiscalité, n'ayons pas peur des mots, quoi. C'est ça. Et là, il y a un nouveau projet qui est parti pour éventuellement mettre un statut spécifique de bailleur privé pour les locations nues, ce qui fait qu'on rapprocherait la location nue de la location meublée. Par contre, comme je disais en introduction tout à l'heure, en général, on va plutôt vers plus de fiscalité que moins parce qu'on a des problèmes au niveau des finances publiques. Et donc, est-ce que ce projet va aboutir derrière ? J'ai pas de boule de cristal pour l'indiquer. Ouais, en effet, pour schématiser, on peut faire voir la chose de deux manières. Hein. Soit j'enlève complètement l'avantage fiscal côté location meublée, soit je rajoute ce même avantage fiscal côté location nue. Mais ça coûtera aux finances publiques. Ça coûtera aux finances publiques, et c'est clair qu'il n'y a pas eu beaucoup d'exemples sur ces dernières années de rendre la fiscalité plus clémente sur certains aspects. Hein. Moi, on n'est pas là pour faire de la politique ou un petit peu de fiscalité, mais c'est pas nous qui décidons. Moi, je serais quand même vraiment partant pour une remise à plat de tout ça. Mais quand je dis à plat, en fait, le problème en France, j'ai l'impression, c'est que naturellement beaucoup de lobbies, de parties prenantes, etc. Et en fait, on veut essayer de contenter tout le monde. Et en fait, tu ne peux pas faire de réforme massive à partir du moment où tu fais pas des gagnants et des perdants. Il y aura forcément voilà. des pour des raisons électorales ou autres, je ne sais contentes. pas, à chaque fois, ah bah non, mais on peut pas faire ça parce que les résidences seniors, c'est tout un écosystème et machin. Et je dis il y pas a le besoin contraire. d'argent. C'est une façon de subventionner ces résidences-là. Il y a besoin de ces éléments-là. Voilà, comme tu dis, on n'est pas politique, c'est pas à nous de prendre les décisions. Nous, on en tire les conséquences derrière. Mais ce qu'on voit, c'est qu'économiquement, il y a des problèmes. D'ailleurs, j'avais vu passer un amendement ou autre concernant justement les abattements de durée de détention. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des abattements de durée de détention qui permettent d'obtenir une exonération totale ou partielle à compter de 22 ans, 30 ans. Oui, c'est ça. Ce qui, à l'époque, était 15 ans déjà. Oui. Rappelez-vous que l'État change les règles du jeu en cours de partie, hein, il n'y a que eux qui peuvent faire ça. Là, j'avais vu passer, alors je suis presque tombé de ma chaise ou j'ai sauté au plafond en disant, pour redynamiser le marché de l'immobilier, on repasserait sur un 15 ans. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. Si, ça fait partie des amendements. Bon, après, voilà. Tu as ça, et puis tu avais un même amendement qui venait dire qu'il n'y aurait plus d'amortissement pour les meublés. En ce moment, voilà, c'est un peu les... C'est le concours Lépine des propositions fiscales, c'est ça ? C'est ça. Donc voilà, j'ai arrêté de regarder les amendements. De toute façon, on n'aura peut-être même pas de loi de finances d'ici la fin de l'année. C'est un peu donc, ça. Voilà, on sort un peu du débat. C'est la problématique. Ça marche. Bah oui, pour conclure cet épisode, parce que de toute façon, à l'heure où on enregistre, on n'a pas encore la loi de finances 2026. Moi, je voulais juste revenir 2 secondes sur ces notions d'investissement immobilier et puis donner 2-3 conseils quand même à nos auditeurs. Il y a un truc de base, le Pinel en est le meilleur exemple, la loi de finances en est un autre. On ne peut pas dicter un investissement immobilier en fonction de la fiscalité. Non. La fiscalité doit être un élément à appréhender, dont il faut tenir compte dans le cadre de son investissement, notamment pour anticiper la potentielle fiscalité liée à l'investissement. Mais comme pour les bagnoles électriques, comme pour le Pinel, etc., la fiscalité ne doit être que la cerise sur le gâteau si c'est positif, ou voilà, mais pas plus. C'est ce que j'allais dire. C'est pas parce que la résidence senior, elle te permet de faire la location meublée, d'amortir, de pas payer, machin, que c'est un bon investissement. C'est ça. Dans le podcast des véhicules, quand on en a parlé la dernière fois, tu faisais état de la partie économique où tu achètes un véhicule, mais il décode derrière. Et le problème, c'est que les gens ne voient que l'avantage du Pinel ou que l'avantage fiscal qui est attaché derrière. On leur vend ces produits-là. Sauf que, en fait, nous, on le voit. Après, tu me diras, moi, je vois que ceux qui ont des problèmes, puisque c'est un peu comme les médecins qui voient que des malades. Mais après, ce que je remarque, c'est que finalement, l'avantage qu'ils ont eu en fiscalité, ils le perdent lors de la revente. C'est-à-dire qu'en fait, le bien, ils l'ont suracheté du montant de l'avantage fiscal
qu'ils ont eu, parce que tu as des intermédiaires, parce que faut tout le monde se nourrit là-dessus. Et donc en fait le problème il est là, c'est que lors de la vente, si tu fais une décote sur ton bien, alors que tous les autres biens ont gagné de la valeur, finalement ton avantage fiscal il t'a servi absolument à rien. C'est exactement ça. Et s'il y a bien un truc à retenir pour les investisseurs potentiels, c'est qu'il faut bien dissocier le rendement, la rentabilité du rendement final du bien. La rentabilité, c'est combien il crache chaque année par rapport à combien il vaut. Ton loyer par rapport à combien il vaut. Très bien. Tu peux avoir une super renta. Oui. Sauf que à la fin, il y a le rendement. Et ça, c'est plus important. Parce que le rendement, c'est tout ce que tu as gagné ou perdu pendant la durée de vie du bien, cumulé avec ta plus ou moins value. Et en fait, tu peux avoir une super renta pour toute l'exploitation du bien. Si jamais à la fin, tu prends une méga moins-value, en fait, tu as tout bouffé, quoi. Et c'est ça dont il faut essayer de tenir compte, parce que malheureusement, on ne connaît pas l'évolution du marché immobilier, mais il faut se rattacher, et ce sera peut-être le mot de la fin, aux notions de base en immobilier, c'est la qualité intrinsèque du produit et la demande sous-jacente. C'est ça. Voilà. En fait, c'est une analyse de marché. Exactement. Comme on disait que c'était un petit peu des professionnels à ce niveau-là en tout début de visionnage, on est là-dessus, on ne s'investit pas là-dedans sans avoir analysé le marché de l'immobilier où on veut investir. Sinon, il y a un risque. Et puis, on le sait pertinemment, l'immobilier, c'est du long terme. Il y a forcément des frais à l'entrée, que ce soit des droits d'enregistrement, vulgairement appelés les frais des pauvres notaires, etc., qui font que nécessairement, en fait, sauf à avoir des méga opportunités et puis faire potentiellement ce qu'on appelle des culbutes, mais je veux dire, quand tu as 7% de droits d'enregistrement à l'entrée, il faut quand même quelques années pour rentabiliser ton bien, pour rentabiliser, amortir ces frais, même s'ils ne sont pas fiscalement amortissables forcément, mais peu importe. Voilà, on se projette sur du long terme dans l'immobilier. Ça, plus ces frais d'agence que tu as en plus. Ouais. Donc, ça fait une double charge que lors de la revente, tu dis toujours je vais revendre au prix où j'ai acheté, mais non, tu t'es déjà pris 15% dans la vue avec ça. Et c'est vrai que les 10-15 dernières années d'immobilier qu'on a vécues ont eu tendance à nous faire un petit peu oublier ça, où en fait, tu avais beau garder ton bien que 2-3 ans, de toute façon, les 30 ou 40 000 balles de frais d'acquisition que tu avais subis, ils étaient absorbés par la plus-value de 50 que tu avais fait en 3 ans. C'est ça. Alors, mais c'est ça. Je parle dans nos zones géographiques, plus particulièrement, c'est très disparate en France. Pour nous, on a de la chance, on est dans une bonne zone géographique. Et les gens qui nous écoutent à Angoulême ou autres ont peut-être pas forcément les mêmes problématiques, mais voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclairages, une fois de plus, plaisir. Benoît. J'avais un podcast que j'avais vu il y a quelques semaines, là, un podcast de la Martingale, l'immobilier en 2025, faut-il encore y croire alors où on se parle, on n'a pas encore la réponse et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais en tout cas, je vous invite à aller consulter ce podcast. Il y a Aurélie Templet de Amarissimo qui a investi dedans. Et puis Amarissimo, ils ont quand même une certaine connaissance culture sur ces aspects location meublée. Donc je vous invite à consulter ça. Si vous avez des questions sur ces aspects, n'hésitez pas à nous mettre une question en commentaire. Benoît est à votre disposition également. Je suis à votre disposition. J'espère que cet épisode vous aura plu. Toi, tu es investisseur, Benoît ? Pour l'instant, ça va être dans les murs des bureaux du cabinet, mais non, pas à côté de ça, pas maison principale, oui, mais autrement, non, pas pour l'instant. C'est le choix que j'ai fait pour moi aussi, et c'est d'ailleurs un conseil que je donne à beaucoup de chefs d'entreprise. On met pas la charrue avant les bœufs. Ouais, et puis l'immobilier professionnel, que ça soit le tien ou d'autres, de l'immobilier professionnel où tu n'es pas toi-même locataire, c'est un bon véhicule d'investissement. Et puis on pourra d'ailleurs faire peut-être un épisode là-dessus un jour. Spécifique. Ouais, carrément. Et moi, c'est vrai que j'ai vu ce qui peut se passer également sur l'investissement locatif avec des particuliers. Des fois, ça se passe très bien. Souvent, ça se passe très bien. Mais ça peut être aussi une vraie galère. Ça dépend des cas. Ouais. Des affinités de chacun et tout ça. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Pareil, je le fais jamais, mais abonnez-vous. On a beaucoup trop de personnes qui nous écoutent, qui nous en parlent, mais qui sont absolument pas abonnés. Donc, partagez cet épisode, abonnez-vous et puis mettez 5 étoiles, etc. Merci à tous. Merci. Salut Benoît. Au revoir.